une excellente soirée. Savourez la météo de votre région avec les saucissons Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre journal des Alpes. Au sommaire ce soir, le groupe industriel Schneider Electric a posé une première pierre symbolique pour la construction de 2 nouveaux sites à Grenoble. L'occasion de rassembler ses 5000 collaborateurs isérois sur 5 sites principaux au lieu de 13 actuellement. À l'heure du changement climatique, ses expéditions et ses connaissances valent de l'or. Jean-Louis Etienne, médecin explorateur, est en Savoie aujourd'hui. Objectif, partager ses inquiétudes et ses espérances lors d'une conférence dédiée aux changements environnementaux. Il sera notre invité. Les vacances au sport d'hiver, ça peut aussi être original. Au Cési, en Savoie, les passionnés ou les curieux peuvent s'initier au maniement des engins de damage, une activité hors ski très prisée. Et puis à 19h30, votre édition nationale présentée ce soir par Carole Gessler. En titre, la Charente-Maritime sous le choc après la mort de 6 lycéens dans un terrible accident de car ce matin. Le véhicule est entré en collision avec un camion en plein centre-ville de Rochefort. Un deuxième drame après l'accident survenu dans le Doubs hier. Et puis politique avec un gouvernement élargi pour préparer 2017, une équipe rajeunie, féminisée et un grand retour, celui de Jean-Marc Ayrault, nommé aux Affaires étrangères. C'est un énorme investissement, 120 millions d'euros. À Grenoble, Schneider Electric, expert mondial dans la gestion de l'énergie, lance la construction de 2 nouveaux bâtiments, véritables modèles en matière de performance énergétique. Explication Aurélie Masset et Joël Serroni. Ils seront les vitrines des savoir-faire du groupe. À Grenoble, Schneider va d'abord construire un bâtiment ici, dans le quartier de la Gare, sur un site existant, Technopole. Et puis à quelques centaines de mètres de là, c'est une nouvelle implantation qui est prévue. Le groupe s'installe sur la presqu'île scientifique. Le premier Technopole est un centre dans lequel on va concentrer l'ensemble de nos équipes de développement énergie. Donc ce sera un pôle R&D. Et sur le site de la presqu'île, nous réunirons toutes nos équipes d'innovation. 2700 personnes en tout qui vont ainsi travailler au cœur de l'écosystème grenoblois, tout près du CEA et du CNRS. Le bâtiment lui-même est à la pointe des technologies que Schneider veut promouvoir. Notre métier, c'est la gestion de l'énergie. Et le bâtiment est un monde où nous pouvons particulièrement bien démontrer la gestion moderne de l'énergie. Et donc nous allons appliquer dans ces 2 bâtiments les technologies les plus modernes que nous avons développées. Et naturellement, nous en profiterons pour les montrer à nos clients venant du monde entier, car ils sont nombreux à passer à Grenoble. Green Valley, le nom donné à ce projet, réduit aussi l'impact environnemental du groupe sur le bassin grenoblois. Il fait passer de 13 à 5 le nombre de sites dans des bâtiments moins énergivores. Une enveloppe performante au niveau des façades, au niveau des systèmes d'énergie qu'on va développer dans le cadre du bâtiment et aussi au niveau des systèmes de régulation. Et on aura sur ce bâtiment des apports énergétiques naturels puisqu'on va trouver 2 façades photovoltaïques qui vont identifier le bâtiment d'une part et puis qui vont créer un écran entre les nuisances que peuvent amener la voie SNCF. Côté gare, le bâtiment sera livré début 2017. Côté presqu'île, il faudra attendre un an de plus. Au chapitre judiciaire, les suites des émeutes de Moirans en Isère. La Cour d'appel de Grenoble a ordonné aujourd'hui le placement en détention provisoire de 4 des 17 personnes mises en examen pour les violences commises en octobre dernier. Écoutons à ce propos Paul Michel, procureur général de Grenoble. Il fallait qu'elles soient à la disposition de la justice. Il fallait éviter que ces personnes puissent se concerter entre elles pour fausser la manifestation de la vérité, le cas échéant, qu'on puisse éviter qu'elles fassent pression sur des témoins, garantir leur représentation en justice aussi, et éviter le renouvellement des infractions. Et puis ce violent incendie la nuit dernière à Vienne en Isère, un bâtiment de 500 mètres carrés qui abritait une école de danse a été entièrement ravagé par les flammes. Le feu s'est déclaré vers 3 h du matin pour une raison encore inconnue. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés, l'un d'eux a d'ailleurs été légèrement blessé pendant l'intervention. Il n'y a pas d'autres victimes, mais les 16 employés de cette école de danse se retrouvent sans activité.
Cette information à lire sur notre site internet. À Vauglan, en Savoie, les gendarmes recherchent un témoin clé après une tentative d'enlèvement présumée sur une fillette de 11 ans. Elle aurait été abordée par un automobiliste alors qu'elle attendait le bus. Ses parents ont porté plainte. Tous les détails sur notre site internet alpes.france3.fr. Après plusieurs semaines de débats enflammés autour de la question de la déchéance de nationalité, qui a voté pour la réforme de la Constitution? La question est posée après le vote d'hier à l'Assemblée nationale. Qu'en est-il dans les Alpes? Élément de réponse avec Jordan Guéant et Jean-Pierre Rivet. 317 voix pour et 119 contre, une large majorité qui cache bien des disparités. Dans les Alpes comme ailleurs, le clivage gauche-droite a sauté et notamment en Isère, 7 députés ont voté pour, dont l'ancienne ministre Geneviève Fioraso. Le propos c'était d'abord d'affirmer l'unité nationale, d'avoir par le débat amené le gouvernement à revenir sur la stigmatisation des binationaux. Parce que ça, pour moi, comme pour un grand nombre de députés, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et puis d'assurer la nation et en particulier les habitants des territoires les plus précaires. 7 pour, à gauche comme à droite, mais aussi 2 contre et une abstention. Chez les voix discordantes, l'ancien maire socialiste de Grenoble a rejeté la réforme. Logique pour Michel Destot. En 2010, déjà, il s'opposait à la déchéance de nationalité, une mesure alors portée par Nicolas Sarkozy lors de son très sécuritaire discours de Grenoble. C'est cohérent avec les valeurs, les positions qui ont été les miennes depuis ce fameux funeste discours de Grenoble de l'ancien président. Et puis, je pensais que fondamentalement, cette mesure était inefficace. Inefficace pour dissuader les terroristes. Autre surprise, en Haute-Savoie, les 6 députés républicains du département ont voté pour la réforme, à une exception, Lionel Tardy. Reste enfin la Savoie, sans coup d'éclat. Bernadette Laclé et Béatrice Santé pour le PS ont voté pour. Hervé Guémard et Dominique Dor à droite ont voté contre. Pas vraiment une surprise. Le premier est un proche d'Alain Juppé, le second de François Fillon. 2 ténors de la droite, hostiles à une modification de la Constitution. Politique toujours, avec un changement de ministère pour l'Isérois André Valigny. Suite au remaniement du gouvernement, André Valigny quitte son secrétariat d'État à la réforme territoriale. Il sera désormais secrétariat d'État chargé du développement de la francophonie auprès de Jean-Marc Ayrault, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Dans l'Isère, une centaine de professeurs d'EPS venus de toute l'académie se sont réunis aujourd'hui à Voiron. Leur but, avoir une réflexion sur l'avenir de leur discipline. Au centre des débats, la réforme du collège 2016 avec notamment la refonte du brevet des collèges. Marie Michelier et Vincent Abran. Des cartons rouges, symboliques, brandis dans la salle par des professeurs d'EPS de l'académie, plus d'une centaine, inquiets pour l'avenir de leur discipline. En ligne de mire, la réforme des collèges est effective à la rentrée prochaine qui prévoit entre autres la disparition de l'évaluation sportive au brevet national. Quand on enseigne une activité, on transmet certaines techniques, des savoirs, tactiques, etc. Et l'évaluation, elle porte sur ce qu'on a transmis. Aujourd'hui, cette évaluation, au diplôme national du brevet, elle ne sera plus prise en compte. Elle sera noyée dans une nébuleuse, une usine à gaz qui s'appelle le socle de connaissances, de compétences et de culture. Mais donc ça sera au milieu de tout ça, mais on n'a plus nos savoirs spécifiques qui seront évalués. Inquiets, ils le sont également sur les nouveaux programmes qu'ils estiment vidés de leur contenu. Les professeurs qui demandent au gouvernement de revoir sa copie et de rouvrir les négociations ont donc lancé une pétition sur Internet. Un rendez-vous est programmé le 29 mars prochain avec le recteur de l'Académie de Grenoble. Sécurité, hygiène ou hébergement, tout est passé en revue. Avec 320 établissements, la Haute-Savoie occupe le premier rang national pour l'accueil de séjours en centre de vacances. Ce matin, la presse était conviée à participer à des opérations de contrôle sur le terrain. Bernard Portugal avec Frédéric Pasquette. Le centre de vacances Les Ailes Blanches à Maglan, 37 adolescents de 13 à 17 ans y sont accueillis cette semaine pour un séjour de ski. Fabien Basset est inspecteur jeunesse et sport. Ce matin, il est venu contrôler l'établissement. Je commence par une visite des locaux. Je commence systématiquement par visiter les locaux dans lesquels sont hébergés les enfants, pour ensuite enchaîner sur un entretien avec le directeur dans lequel je vérifie les pièces administratives, je vérifie les projets éducatifs et pédagogiques, ainsi que le programme d'activité. On a un plan de contrôle sur le département de la Haute-Savoie qui nous permet de voir assez régulièrement les organisateurs. Donc nous vérifions, on va dire une fois tous les 3 ans, un même organisateur. Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, c'est l'objectif principal
principal de ces contrôles qui mobilise plusieurs services de l'État. Petit passage en cuisine pour une inspection minutieuse. Il faut que les locaux soient en bon état, facilement nettoyables, désinfectables. Il faut que les locaux soient conçus de manière réglementaire en respectant ce qu'on appelle la marche en amont. Il faut que les équipements soient en bon état et propres. Ensuite, on vérifie au niveau du personnel en cuisine leur formation. Les formations à l'hygiène sont obligatoires, leur tenue vestimentaire et leur bonne pratique de fabrication. Des prélèvements alimentaires peuvent également être effectués. En cas d'infraction à la législation, des mesures administratives allant du simple avertissement à la fermeture immédiate peuvent être prises et débouchent parfois sur des sanctions judiciaires. Un protocole de contrôle très strict donc, mais globalement bien accepté par les principaux intéressés. On partage complètement parce que d'abord c'est important de rassurer les familles, de faire en sorte que les enfants soient accueillis le mieux possible. Quelquefois on peut s'éparpiller sans même le vouloir et là on est juste remis dans le droit chemin et c'est important, c'est très très important. L'hiver dernier, les services de l'État ont effectué près de 450 opérations de contrôle en Haute-Savoie, un département qui accueille plus de 1800 séjours chaque année, notamment dans les stations de ski. Aujourd'hui, 11 février, le grand chef cuisinier Paul Bocuse fête 2 anniversaires. C'est ses 90 ans d'abord et ses 3 étoiles accrochées au guide Michelin depuis 52 ans. Julien Sauvadon et Jean-Christophe Had. Paul Bocuse a toujours aimé se faire prendre en photo et ce n'est pas à 90 ans que cela va changer. Voilà le soleil, vous voyez, on va avoir un bon éclairage. Ne lui parlez surtout pas de son grand âge, le pape de la gastronomie préfère rire du temps qui passe. Je voudrais bien vieillir. Ça doit être bien d'être vieux. Vous êtes un jeune monsieur de 90 ans. Voilà, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Son plus beau cadeau d'anniversaire, que sa chère abbaye du Pont de Collonges, là où il est né, soit classée depuis 52 ans 3 étoiles au guide Michelin, un record. 6 soupes de truffes, 2 escalopes, 2 loups en croûte, 2 mousses de truite. La bonne cuisine, c'est d'abord la qualité du produit. Et sans bon produit, on ne peut pas faire de bonne cuisine. Et je dis aujourd'hui, restez un peu simple, car la cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité. Simplicité et qualité, une consigne encore respectée au pied de la lettre derrière ses fourneaux. Et il est là tous les matins, il vient nous saluer, il vient voir, il vient humer les bonnes odeurs de cuisine. Et puis c'est très important pour lui, c'est toute sa vie. Pour ses 90 ans, pas de flonflon ni de tralala, juste un bon repas en famille, concocté avec amour par ses équipes. On lui a préparé des choses qu'il aime, des choses simples. Vous savez, c'est pas quelqu'un de compliqué. Un poulet de Bresse va lui suffire bien rôti avec un bon gratin, c'est quelque chose qui le rend très très heureux. Son fils Jérôme est même revenu des États-Unis spécialement pour cette belle occasion. En coulisses, c'est lui qui organise la relève, l'avenir de la maison Bocuse. Il nous a donné la direction et aujourd'hui, voilà, on est dans son sillage et on suit le maître. Il a une vie très remplie et on est tous fiers de lui et voilà, on espère encore qu'il sera là, peut-être un jour fêter les 100 ans. Si tel était le cas, jamais le cuisinier du siècle n'aurait aussi bien porté son nom. Justement, j'attendais, je suis prêt. Allez, bon anniversaire, monsieur Paul. Il sillonne la planète et observe les pôles depuis plus de 40 ans. Jean-Louis Etienne, médecin explorateur, est en Savoie aujourd'hui. D'abord à Chambéry, puis à Aix-les-Bains pour témoigner de ses connaissances et observations des enjeux environnementaux. Une invitation à l'initiative du département qui, en septembre dernier, a lancé l'opération Les 10 défis climat de la Savoie. Opération labellisée COP21, appelant tous les Savoyards à se mobiliser pour le climat dans leur vie quotidienne. Une initiative et un engagement qui intéresse sans aucun doute notre invité Jean-Louis Etienne, que nous rejoignons à Chambéry depuis l'hôtel du département. Bonsoir. Alors, bonsoir. On vous décrit comme un infatigable défenseur de la planète. Si je vous dis que la Savoie s'est engagée à réduire 20% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, ça vous parle forcément? Bien sûr, et je trouve ça bien. Si vous voulez, je trouve ça bien parce que il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a eu effectivement cette COP21 dont on a beaucoup parlé. Les politiques ont pris des décisions, mais les acteurs du changement et des mesures à prendre, ça se passe sur le terrain. Et donc, je trouve que de fixer un cadre comme ça, comme l'a fait le département, une dizaine de choses simples à mettre en œuvre, ça permet aux gens d'être des acteurs de ce changement et des bonnes solutions. Oui, avec ce que l'on sait du changement climatique aujourd'hui, ce genre d'initiative, ça compte vraiment ?
Mais c'est fondamental, si vous voulez. Souvenez-vous de Copenhague, quelque chose qui n'a pas marché. Et donc le public dit, les politiques ne sont pas foutus de se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire nous? On avait perdu une chose, on avait perdu l'idée que c'était nous qui sommes les acteurs des bonnes solutions. La COP21 a marché, un cadre est lancé, il est très flexible si vous voulez, mais les acteurs du changement, ce sont les citoyens. C'est chacun d'entre nous dans sa vie familiale, dans sa vie politique si on est engagé, dans sa vie industrielle. Donc ce sont nous les acteurs du changement et je trouve que de donner un canevas comme ça avec 10 mesures à prendre, c'est une bonne solution. Oui, les avis sont pourtant très partagés sur le contenu de l'accord de Paris dont a résulté la COP21. Quelles conclusions vous en tirez, vous, depuis votre fenêtre de connaisseur ? Oui, il est évident que c'est un accord qui est extrêmement flexible, si vous voulez, mais il était important qu'à l'échelle planétaire, il y ait une signature globale des 195 pays. Je répète, souvenez-vous de Copenhague qui était une catastrophe. Tout le monde avait baissé les bras sur ce sujet-là qui demande une mobilisation planétaire. Le cadre, il est en place, il est extrêmement flexible, mais enfin, il y a des mesures qui sont prises. Moi, ce que je trouve bien, c'est que les 195 chefs d'État qui étaient là, cette photo qu'on a prise, c'était la signature que chacun était conscient que l'homme est devenu, c'était une signature comme quoi il était conscient que l'homme était devenu un acteur du changement climatique. Ça, c'était une chose. Après, les mesures à prendre, si vous voulez, elles incombent à chacun d'entre nous dans sa vie personnelle. Il faut comprendre une chose, qu'on a tous une zone d'influence. Et il faut être efficace dans sa zone d'influence, zone familiale, professionnelle, industrielle, politique. Exactement. Alors parlons un petit peu pour finir de vos projets, notamment de votre prochaine expédition à bord du PolarPod, un observatoire révolutionnaire. Pourquoi ? Oui. Parce que nous allons étudier l'océan austral. L'océan austral, c'est cet océan qui entoure l'Antarctique. Là, je parle du pôle sud. Il y a un immense océan qui est méconnu et qui est certainement le principal puits de carbone de la planète. Le CO2 que l'on émet en excès, en général, est absorbé par les eaux froides, beaucoup plus que par les eaux chaudes, si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'on appelle un puits de carbone et nous allons mesurer sa performance. Toutes les publications sur cet océan se terminer. On a besoin des mesures humaines sur ce secteur. Et le vaisseau qu'on a construit, ce vaisseau vertical, va permettre d'offrir à la communauté scientifique des bons moyens de confort et de sécurité pour l'étudier. Je précise que c'est une opération qui durera 1 an. Merci Jean-Louis Etienne. Même peut-être 3, parce que les simulations nous donnent 3 ans, parce que c'est un immense océan assez méconnu, ça fait 25 000 km la circonférence, donc poussé par le courant et par le vent, il faudra certainement 3 ans. Merci. Voilà une interview de l'explorateur enregistrée en fin d'après-midi, puisque Jean-Louis Etienne tient en ce moment même une conférence au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Toujours en Savoie, une distraction prisée des touristes en hiver, la conduite d'un engin de damage, c'est possible. Depuis 6 ans, au Cési, l'activité passionne. Joël Serroni avec Franck Serroni. Je vous laisse venir avec moi. C'est le jour J pour Vincent Auger. Depuis des années, il attendait ce moment. Avant de partir, on va quand même... Pour ce représentant de commerce en vacances au Cési, la leçon commence avec une petite prise en main du joystick. L'oreille droite et arrière-avant, l'oreille gauche. Pour 122,50 €, Vincent s'est offert son caprice d'hiver. Piloter non pas une Formule 1, mais un engin de damage. C'est très impressionnant parce que la machine s'accroche vraiment sur le terrain et on a vraiment l'impression de maîtriser les descentes. Je reste un peu concentré quand même, mais ouais, ça accroche énormément le terrain. En 45 minutes, Vincent a pris en main le monstre des neiges. Ça va ? Pas si compliqué après tout, presque un jeu d'enfant. Nous, on les voit tous les soirs sur les pistes. On a envie d'aller avec eux quand on est gosse, comme même aujourd'hui, à 45 ans, je monterais bien avec eux là-haut pour voir les choses. Alors c'est vrai qu'on rencontre tout type de profils, mais on a beaucoup de gens qui sont agriculteurs ou conducteurs d'engins de TP, des routiers, mais on a eu des coiffeuses, on a eu des pilotes de l'air, on a eu des ouvriers, quoi. C'est un engin qui est mythique, donc c'est vrai qu'il attire beaucoup de personnes. Il a un côté un petit peu inaccessible, et de pouvoir le piloter un jour dans sa vie, c'est souvent un rêve d'enfant qui se réalise grâce à nous.
Ces initiations sont organisées sur un circuit fermé et sécurisé. Elles n'ont pas pour but de former des dameurs, mais plutôt d'offrir aux touristes une activité découverte, lever le voile sur la réalité d'une autre vie nocturne en station de montagne. Suite de notre série consacrée cette semaine au ski de randonnée. Dans ce 4e et dernier opus, la sécurité en montagne ou comment réduire le risque. Des pistes et des conseils prodigués à travers l'ouvrage de 2 journalistes qui s'adressent aux débutants comme aux experts, Françoise Gay et Dominique Semet. Chamechaude, dans le massif de Chartreuse, un des spots préférés des randonneurs à ski de la région de Grenoble. En ce début de matinée, nous sommes en compagnie d'Olivier Moret, ancien rédacteur en chef de Montagne Magazine, co-auteur avec Philippe Descamps d'un tout nouveau livre sur le risque d'avalanche. Un ouvrage issu d'une réflexion, l'approche en France de cette thématique est trop théorique à leur goût. On s'est formé à des formations, notamment en Suisse, où ils ont une toute autre démarche, très concrète, beaucoup moins basée sur l'analyse du manteau neigeux, mais plus sur le comportement, plus sur une analyse du risque. Et on a voulu mettre ces démarches vraiment accessibles à la portée du plus grand nombre. Point de départ des 2 confrères, l'analyse des accidents afin de déterminer les pentes à risque. On sait par exemple aujourd'hui que 82% des accidents d'avalanche qui causent des morts se produisent dans des pentes à plus de 35 degrés. On sait que 60% des accidents, encore une fois, qui causent des victimes, des décès, se produisent dans des pentes orientées nord. On va progresser avec 10 mètres d'intervalle pour ne pas surcharger trop le manteau neigeux, d'accord ? Inspiré du travail du nivologue Werner Munter, la méthode d'Olivier et de Philippe repose notamment sur la prise en compte de plusieurs éléments. Aujourd'hui, par exemple, on a un danger de 2 annoncé, qui est un danger limité. Au-delà de cette information sur le danger d'avalanche, on va aussi s'intéresser au terrain, quelle est l'inclinaison des pentes que l'on va fréquenter, et aussi au groupe qui est avec nous. Est-ce qu'on a un grand groupe, plus de 4 personnes, ou un petit groupe? Est-ce que ce sont des gens expérimentés? Est-ce qu'on a l'habitude de sortir ensemble ou non? Et ces 3 éléments, les conditions, le terrain et le groupe, vont nous permettre de mener une analyse du risque relativement simple. Il est possible de mesurer l'inclinaison de la pente avec ces bâtons. Donc je place mon bâton à l'extrémité de l'empreinte et je fais un système de fil à plomb en veillant à laisser de la mobilité à ce bâton-là. Et je vais voir où est-ce qu'il descend. Environ 10 cm avant l'extrémité de mon empreinte. Ça veut dire que je suis dans une pente à un peu moins de 30 degrés. En dessous de 30 degrés, il ne peut pas se passer grand-chose, mais à partir de 30 degrés, un manteau neigeux peut se mettre en mouvement. Comment réduire le risque d'avalanche? Les 2 journalistes ont déterminé les scénarios à éviter absolument, comme la pente raide, l'orientation nord et un risque d'avalanche niveau 3, les 3 anges de la mort. Faire les bons choix au bon moment, une méthode à potasser tranquillement avant de partir, tout faire pour consolider cette vérité. La majorité des sorties se passent bien. On se focalise beaucoup sur les accidents, il y a des accidents très médiatiques. Le ski de rando et la neige apportent beaucoup plus de bonheur et de plaisir que de drame. À Dagneux dans l'Ain, aucun risque d'avalanche. Là-bas, on a trouvé le moyen de skier sans neige. Le tapis roulant du premier centre de ski indoor de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait déjà des adeptes. Visite avec Béatrice Tardy et Benjamin Métral. Pas de neige ici à l'extérieur, on est à 20 minutes de Lyon. Moi je vais skier à l'intérieur. Je teste pour vous le ski indoor. À plus tard. Bon, là, c'est le prof. Il vient des 2 Alpes, moniteur agréé, il est né sur des skis. Ceux qu'il a aux pieds ont été modifiés pour glisser sur du polypropylène. Ça a l'air simple, mais en réalité, au début, ça ne l'est pas. J'ai jamais skié ni sur neige ni sur piste, mais là sur la piste c'est très intéressant. Ouais. Ça permet vraiment d'avoir le moniteur à côté de soi et de suivre ses instructions. En plus on a un miroir donc on voit bien sa position pour rectifier. Ça faisait 4 ans que j'en avais pas fait, donc je trouve que c'est un très bon moyen pour reprendre et pour retrouver des bonnes sensations. Pas un peu cher? Bonne question. Voilà, c'est ça. 40 € le prix pour 1 heure tout compris, ça équivaut à un forfait d'une journée dans une station de ski renommée. Ce type d'équipement fait fureur en Hollande, mais en Rhône-Alpes, il fallait oser à 1h30 des premières stations de ski. Il y a une vraie cohérence, on n'est pas trop proche, on n'est pas trop loin. Donc l'idée c'est vraiment de capter cette clientèle de skieurs
qui veut progresser, qui veut améliorer sa technique pour faire de la préparation physique et musculaire, c'est vraiment l'idéal. Ou alors des gens qui veulent se remettre en confiance, des gens qui ont eu des chutes, des traumatismes, des plaques de verglas, des avalanches, etc. Le moniteur module la vitesse du tapis roulant et l'inclinaison de la piste de 10 à 20 degrés. Si le skieur frôle une zone extérieure, le tapis s'arrête. Aux Deux Alpes, les anciens collègues d'Emmanuel Roch observent cette nouveauté. Ils sont très intrigués par ce tapis et ils ont tous envie d'essayer. Un concept qui ne manque pas d'air, sauf, bien sûr, celui de la vraie montagne. Fin de ce journal, merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à midi pour un nouveau tour de l'actualité régionale. À suivre la météo et votre édition nationale. Bonne soirée à tous.